Bonjour. Cette conférence parle des zoonoses, des écosystèmes et de notre agriculture. La pandémie du corona est causée par un virus qui a été découvert en Chine. C'est un virus qui normalement vit dans les chauves-souris et qui s'est transféré à l'homme. Tout cela s'est passé sur le grand marché du frais dans la ville de Wuhan en Chine. Il faut savoir que c'est une ville de 14 millions d'habitants, donc plus que de Belges. Alors, même avant de tomber malade, ce virus est déjà très contagieux quand on est infecté. Il attaque les poumons supérieurs et ensuite il va entrer en profondeur dans les poumons. Dans une minorité des cas, le système immunitaire va surréagir et il va causer des dommages dans divers organes internes, ce qui peut mener au décès de la personne. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus à risque. Et ceux qui guérissent, on le voit maintenant, après être transférés dans les soins intensifs, ont souvent plusieurs mois de révalidation devant eux. Révalidation très dure. Il ne s'agit donc pas d'une toute petite grippe comme le prétendait Madame de Bloch en février dernier. Alors ce virus, normalement, il vit dans les chauves-souris, mais il a donc sauté vers l'homme. C'est pas unique ce cas. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui sautent d'animaux vers l'homme. On parle alors de zoonose. C'est par définition donc le transfert d'un germe d'une espèce animale à l'autre, aussi vers l'homme. Alors, quand le germe s'adapte à l'homme, il n'a plus besoin d'un autre animal intermédiaire pour sauter chaque fois sur l'homme. C'est ce qui rend le virus extrêmement dangereux. Nous savons maintenant que 3/4 des maladies humaines connues proviennent des animaux. Il y a eu les divers virus de la grippe, le virus de la dengue, le virus de Zika, récemment réapparu au Brésil et à l'origine trouvé dans une forêt en Afrique de l'Ouest. Ce dernier virus de Zika provoque des malformations neurologiques dans le fœtus, dont un microcerveau, une microcéphalie, qui donnera un handicap durable. L'épidémie de Zika l'année passée a été terrible au Brésil, mais on n'en parle plus. Il y a aussi les virus gruppaux du type HXNX qui peuvent provoquer des ravages dans les élevages industriels, car ces virus-là sont mortels, par exemple pour les poulets, pour les dindes, les canards et autres volailles. La première pandémie reconnue comme telle par les scientifiques a été celle de la grippe espagnole en 1918-1920. Elle a causé la mort d'au moins 20 à 40 millions de personnes. Elle a fait donc plus de victimes que la Première Guerre mondiale en soi. Depuis lors, on a connu plusieurs pandémies de la grippe, mais la vitesse avec laquelle ce virus-ci de Covid-19 s'est répandu est unique. Il s'est répandu en 9 jours partout dans le monde. Ce virus Covid-19 n'est pas un virus de la grippe comme les HXNX, c'est un autre type de virus. Alors pourquoi est-ce que nous connaissons maintenant ces récents développements de ce virus et avant cela de différentes épidémies successives de grippe? Je vais parler de 4 causes principales des récentes épidémies. La première cause, c'est le développement du commerce mondial de la viande d'espèces sauvages. En anglais, ça s'appelle bushmeat ou de la viande de brousse en français. Deuxième élément, le développement de l'agrobusiness comme système mondial dominant de l'agriculture industrielle, avec perte d'autonomie de la production locale de nourriture. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, les chaînes de production mondiale de nourriture et d'autres activités agricoles, par exemple, culture des fleurs, production de légumes. Et finalement, la destruction des forêts et des écosystèmes. Voilà. Donc, premier élément, le bushmeat ou la viande de brousse. L'éruption du Covid-19 a été causée par la vente de chauves-souris sur le marché de Wuhan. Ce n'est pas un hasard, parce que partout dans le monde, la consommation de la viande de brousse augmente. On estime qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale,
le commerce de cette viande est passé de 1 à 5 millions de tonnes par an. Comment? Parce que la déforestation avec construction de routes et transport en camion ont fait que la forêt est devenue accessible pour le transport de cette viande de brousse vers les marchés dans les villes. En plus, il faut savoir que l'Union européenne avait donné des subsides à sa pêche industrielle dans les océans. L'océan Atlantique a été quasiment vidé de ses ressources halieutiques récemment. C'est ce qui a obligé les populations locales à rechercher des nourritures alternatives riches en protéines. Les gens ont donc commencé à chasser les animaux de la forêt. On pense, par exemple, que le sida, le virus du sida, s'est transmis des grands singes aux humains et que les éruptions successives du virus d'Ebola, découvert seulement en 1976, et mortel dans un quart ou à 90% des cas, ce virus d'Ebola donc, montre que chaque fois, les contaminations à partir de singes et d'autres animaux de la forêt ont été la cause principale des épidémies. En Chine, alors, ce sont les plus pauvres dans les campagnes qui font commerce en viande de brousse. Et ils élèvent aussi des animaux sauvages en cage. C'est pas un beau spectacle, ça. Cette viande est vendue aux gens riches dans les villes. Ces gens aiment servir cette soi-disant délicatesse qui coûte très cher à des amis et des amis estimés. Une même dynamique s'est mise en place par le commerce mondial illégal de viande de brousse. Il y a de la viande de brousse qui arrive par exemple à Zaventem et on la retrouve dans les magasins de viande exotique à Bruxelles. Donc, commerce de viande qui en principe est maintenant illégal en Chine, mais qui continue de toute manière. Il faudrait des mesures beaucoup plus strictes pour limiter cela et donc aussi des alternatives pour les gens qui en vivent. Deuxième élément, le développement de l'agriculture industrielle moderne. Le système agricole a connu au niveau mondial des changements importants après la Seconde Guerre mondiale. La politique agricole commune, la PAC de l'Union européenne, a été mise en place dans les années 50. Le but était d'augmenter la productivité et la production avec moins de main-d'œuvre, plus de machines et des variétés de fruits et de légumes et des races d'animaux plus performants qu'avant. Ainsi, on a donné des primes en Belgique pour la destruction des variétés locales d'arbres fruitiers. On a organisé le remembrement des terres pour que les champs soient plus grands et donc plus facilement travaillés par des machines agricoles plus grandes, etc. On a vu la disparition de milliers de petits agriculteurs. Ils se sont arrêtés, ils ont souvent, en Flandre, trouvé du travail dans des nouvelles usines, par exemple dans l'usine d'acier de Sidmar près de Gand. L'agrobusiness, et en Belgique c'est surtout le Boerenbond ou la Ligue des fermiers, ont reçu tous les soutiens qu'ils demandaient. Ces développements nous ont donc donné, à la fin des années 70, des élevages hors sol, de vaches, de porcs, de volailles. Ces animaux sont maintenant nourris au soja importé ou au maïs. On a vu le développement des champs de maïs. Les animaux étaient en plus dopés d'hormones de croissance et d'antibiotiques. Tout cela pour produire de la viande dans un temps aussi court que possible. Alors, des animaux hors sol dans de grandes étables produisent des excréments. Ces excréments étaient évacués, souvent directement dans nos rivières, ce qui nous a donné, et ce qui nous donne toujours, une surcharge de nitrates qui est toujours présente, malgré tous les plans d'action. La charge en azote sur nos terres est de 23,8 kg par hectare. Or, la limite maximale est de 16 kg par hectare. Ça ne doit pas nous étonner car en Belgique, on compte en ce moment 1,3 million de vaches, 5,7 millions de porcs et, tenez-vous bien, 47 millions de poulets. Cette viande est en majorité produite pour l'exportation.
Le marché de la viande n'est pas un marché local, c'est un marché mondial. Par exemple, quand la Chine a dû détruire la moitié de ses porcs à cause de la grippe porcine, ce sont nos éleveurs qui ont directement profité car les prix de la viande de porc a monté tout de suite. Cet élevage intensif de divers animaux est une des causes principales de la surcharge en azote dans nos terres, dans notre atmosphère. La Belgique est aussi un producteur important de fruits et de légumes. Les poires Conférence, de la variété Conférence, sont très connues. Elles étaient exportées principalement vers la Russie. Maintenant, cette exportation a été bloquée par des sanctions contre l'Union européenne par Poutine. Et les producteurs ont dû chercher d'autres marchés pour leurs poires Conférence. Ensuite, il y a les petits pois congelés, produits en Flandre occidentale. Et n'oublions pas, nous cultivons sur 98 000 hectares, nous cultivons 4 millions de tonnes de pommes de terre en Belgique. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des frites congelées. Alors, qui fait ce travail? Ce ne sont pas nos agriculteurs. Ce sont des milliers de travailleurs migrants qui viennent principalement d'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Pologne, mais aussi des Sikhs, des Portugais qui viennent chez nous en tant que travailleurs journaliers. Ils viennent cueillir les jeunes épinards, les fraises, les asperges. Ils sont donc normalement entre 100 et 150 000 travailleurs. Mais le corona a rendu leur voyage plus compliqué et nous voyons maintenant que ce sont des demandeurs d'asile et certains chômeurs qui s'y sont mis. L'activité agricole a totalement changé. Les agriculteurs sont maintenant des gérants, des managers d'unités de production de masse, d'animaux et de plantes. Ils sont tous fortement endettés auprès des banques et les prix qu'ils obtiennent pour leurs produits sont souvent dérisoires. Ils sont obligés de travailler avec des paquets tout faits de semences avec engrais chimiques et pesticides livrés par la Ligue des fermiers, le Boerenbond et les grandes entreprises agrochimiques. Dans toute cette chaîne de production, les profits ne reviennent pas aux agriculteurs, mais à toutes les parties intermédiaires, de l'entreprise agrochimique aux fabriques de congelés et aux grands magasins. Les conséquences de ce type d'agriculture dans nos campagnes, dans notre pays, sont terribles. La campagne, j'ai déjà mentionné, est submergée d'engrais. Les terres sont appauvries, il n'y a presque plus de lombriques, par exemple, dans beaucoup de terres. Les rivières sont polluées par les nitrates et la qualité de cette nourriture est incontrôlable et douteuse. En plus, le nombre d'agriculteurs n'a pas cessé de baisser. Nous voyons maintenant que les zoonoses mondiales telles que celle de la grippe aviaire qu'on a connue, la grippe porcine, est immense. L'élevage intensif est en plus une recette parfaite pour l'émergence de nouvelles zoonoses à caractère mondial. Dès 2002 et surtout dès 2012, des experts ont dit qu'il y avait un danger de zoonose et de pandémie mondiale à cause de ce type d'agriculture. Troisième élément, c'est la production mondialisée se fait selon des chaînes de production. Par exemple, pendant toute l'année, nous pouvons acheter des haricots verts du Kenya. En ce moment, il y a 150 000 travailleurs en Éthiopie qui risquent de perdre et qui sont en train de perdre leur boulot parce que ce sont des cueilleurs de roses qui sont envoyées par avion au grand marché mondial en Hollande, à Almere. Il y a partout dans le monde des plantations. Une plantation, ce n'est pas un système naturel. Une plantation, c'est une monoculture où sont produites l'huile de palme, des ananas, des bananes, des kiwis, des avocats. La liste des fruits exotiques ne cesse de s'allonger. Mais il y a aussi les autres plantations, celles-ci plus anciennes du temps colonial, les plantations de café, de thé, de riz, de coton. Et tout ce type de plantation a été mis en place par une déforestation massive
partout dans le monde, déforestation qui nous a amené tout de suite vers une dramatique baisse de la biodiversité. Pour les agriculteurs et les communautés dans le tiers-monde, où on a mis en place, par exemple en Malaisie récemment, de plus en plus de plantations, ces communautés ont perdu leur autonomie. Ils n'ont plus la possibilité de produire la nourriture pour leur famille et leur communauté. Et donc, ils sont obligés d'aller comme migrants vers les mégavilles du tiers-monde. Malgré ces développements-là, il y a quand même la moitié de la nourriture dans le tiers-monde qui est toujours produite localement, ceci principalement, à 90%, par les femmes. Et chez nous, dans ce système d'agriculture industrielle, il y a quand même des producteurs, des initiatives de production locale de viande et de légumes par des militantes et des militants bio très courageux. Car de plus en plus de gens constatent que le système agricole dominant est intenable. Il est énergivore, il est polluant, il produit une nourriture de médiocre qualité, il détruit les écosystèmes tels que les marécages, les haies, les prairies fleuries, les buissons, les rivières et les étangs. Et tout cela au nom du progrès et de la productivité, mais pas au nom de la qualité ou des besoins des gens. Un nouveau modèle d'agriculture s'impose donc. Pour cela, il faudra un plan de reconversion global. Ce nouveau modèle doit se baser sur le maintien et le redéveloppement de la biodiversité, des cycles naturels, d'une bonne gestion de l'eau, des chaînes de production transparentes et courtes, avec des méthodes saines, donc sans pesticides ni engrais chimiques, avec aussi un lien direct avec les consommateurs. Ce système existe, il est connu. Il s'agit de l'agroforesterie. L'agroforesterie n'est pas très appliquée en Belgique. Ce sont des fermes avec une diversité d'élevage d'animaux et de cultures. Les cultures sont dans des prairies et les champs. Et dans les champs, les agriculteurs plantent des arbres dans des endroits bien choisis. Ces arbres maintiennent l'eau dans les sols et donnent de l'ombre dans les champs. Si on combine cela avec un réseau de haies et de buissons, qui favorise aussi la biodiversité au niveau local. Ils utilisent seulement comme engrais les excréments des animaux de la ferme. Tout engrais chimique supplémentaire est donc superflu et les excédents en nitrates ne sont plus là pour polluer ruisseaux et rivières. En plus, on produit des animaux en système bio pour un marché local et on remplace ainsi la viande des élevages industriels. Est-ce utopique? Je ne le crois pas. Par exemple, depuis quelques années, la consommation de viande en Belgique baisse. Elle a baissé de plus de 10%. C'est le résultat de plusieurs choses. D'une part, des scandales comme celui de la dioxine, mais aussi des campagnes bien ciblées. Par exemple, jeudi, journée sans viande. Alors, cette tendance-là doit être renforcée. Pour cela, nous devons réapprendre à manger des fèves, des lentilles, des haricots et d'autres légumineuses qui sont bonnes pour notre santé. Car ces légumineuses produites localement remplacent parfaitement les protéines animales et elles fixent en plus de l'azote de l'atmosphère dans leurs racines. Donc, on n'a plus besoin d'engrais chimiques. Alors, pour généraliser ce modèle d'agriculture, d'agroforesterie bio avec beaucoup moins d'intrants, on a besoin d'un plan de reconversion globale. Pour cela, il faut évidemment annuler la dette des agriculteurs, comme on veut annuler la dette des pays du tiers-monde. Ajouter à cela un paquet de formations et des systèmes de formation sur toutes ces nouvelles méthodes pour les agriculteurs. Des associations globales, locales et régionales en coopérative de production et en coopérative de commercialisation peuvent se constituer, ceci en dialogue permanent avec consommateurs et consommatrices. Alors, cette reconversion doit enfin s'effectuer aussi au niveau mondial.
Elle doit briser les chaînes de production absurdes. Pourquoi, par exemple, des travailleurs agricoles en Éthiopie doivent-ils cultiver des roses ou des haricots bio pour l'exportation vers l'Europe? Pourquoi les grands propriétaires fonciers gardent-ils le droit absolu sur l'utilisation ou non de leurs terres ou non de leurs terres? Et pourquoi les ouvriers agricoles sans terre n'ont-ils pas le droit de cultiver un lopin pour les besoins de leur propre famille? Ça, c'est au niveau de la dynamique sociale avec les communautés agricoles, on peut obtenir cette reconversion, comme le prouvent les mouvements au Brésil. En plus, les grandes compagnies du bois, les propriétaires des plantations, menacent aujourd'hui directement la survie des communautés villageoises et des communautés des peuples premiers. Ils coupent sans scrupule, et ça continue aujourd'hui, hectare après hectare de la forêt tropicale, comme le montre Bolsonaro et sa politique criminelle. La lutte pour une véritable souveraineté alimentaire, comme elle est menée par la Via Campesina, le syndicat international des petits producteurs, agriculteurs, mérite donc tout notre soutien. Cette lutte sera décisive pour sauver notre planète de la crise climatique. Il faut donc, par tous les moyens possibles, dénoncer le mensonge du lobby de l'agrobusiness qui dit qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde avec de l'agroforesterie écologique. C'est un mensonge car si nous diminuons la quantité de viande consommée en la remplaçant par des protéines des plantes, on pourra nourrir plus d'êtres humains et en même temps, cela pourra nous aider à conserver ou à reconstruire la biodiversité et les écosystèmes locaux régionaux. Si on crée des écosystèmes plus divers, plus résistants, le danger des zoonoses diminuera. Il faut donc chercher une nouvelle symbiose entre les humains et les écosystèmes. Cette symbiose doit répondre à nos besoins et ne doit pas se laisser commander par les objectifs du profit avec leur monoculture et leurs menaces climatiques. Merci.